Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc créer ce petit jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir ce petit jeu. Il s'agit ici, ça c'est en fait un jeu de masse dans lequel le but ici est de remplir toutes les cases ici, donc toutes les cases et en essayant toujours de sortir par une porte. Parce que vous voyez ici, toutes ces cases ici, il en fait les portes, il en fait la sortie. Donc le but en fait c'est de remplir toutes ces différentes cases ici. OK? C'est ça donc le but de ce petit jeu. Donc, on va donc créer ça et puis on va le faire uniquement en Python. Donc, je vais aller un peu plus vite dans la vidéo. Je vais faire l'effort en sorte que la vidéo dure au trop 30 minutes. On va donc créer ce petit jeu. On va donc ici remplir tous ces différents cas ici. Le bouton ici, le carré ici qui se démarque sera un carré rouge, de couleur rouge, qui va donc ici faire l'effort de pouvoir donc se balader dans toute cette structure-ci afin de pouvoir donc compléter toutes les différentes cases. Donc, c'est fini, il a fini de compléter et puis il va donc s'arrêter ici à l'angle. Donc, on va encore relancer pour la dernière fois. On relance. Vous voyez que son point de départ, en fait, c'est l'angle-ci et son point de terminaison sera toujours l'angle-ci à la fin. Donc, il va faire tous les trucs qu'il a fait et il va donc revenir ici au point de terminaison qui sera donc sur cet angle-ci. Bon, sans plus tarder, dès que celui-ci finit, et puis je passe directement à la création du projet. Et puis, on va commencer à réaliser dans ce petit programme. C'est juste un petit programme qui met juste en évidence la programmation orientée objet, rien de compliqué, rien de si difficile. Vous pouvez le faire facilement. Donc, je vais donc ici ouvrir mon éditeur de code. Donc, euh, on va ici ouvrir l'éditeur de code. OK, ça c'est l'éditeur de code dans ce niveau. On va donc ici commencer, venir ici sur le nouveau projet. On peut l'appeler comment? Python projet. On va l'appeler ici ok, masse. Je vais te donner un nom comme ça pour pouvoir donc, appeler mon projet, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va donc le mettre ici. Et j'ai donc ici mon projet qui a été créé avec succès. Le deuxième élément ici, l'autre élément ici qui me reste à créer autant pour moi, il y aura donc ici trois fichiers. Donc, on aura trois fichiers ici. Un fichier pour la configuration, disons-le ainsi, des paramètres. On aura un fichier dans lequel on va donc implémenter les différentes fonctions principales. Et ensuite, on aura donc la classe main qui va donc contenir ici, disons, les éléments pour pouvoir donc exécuter le jeu afin de pouvoir donc passer au test comme vous avez vu dans l'introduction. Donc déjà, dans ce programme, lorsque vous créez le projet Python, vous avez donc ici ce fichier main.py qui va donc tout simplement ici afficher un tout petit programme qui va donc imprimer au niveau de la console PyCharm et salut avec le nom. Donc salut PyCharm. Donc, on aura donc ici salut PyCharm. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on a ici lorsqu'on crée le projet Python. Donc ce que nous va donc faire ici, c'est qu'on va donc supprimer ici. On doit rien laisser à l'intérieur parce que nous, on doit créer nos propres éléments à l'intérieur de ce fichier ici. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc passer ici à la création de mon fichier de configuration. Donc, je vais venir ici sur jeu de masse, Python. Je vais créer un fichier que je vais appeler ici config.py, puisqu'il s'agit de mon fichier de configuration. Et à l'intérieur de ce fichier de configuration, c'est ici que je vais donc définir mes différentes couleurs, la hauteur et la largeur de mes différents carrés. C'est ici que je vais donc définir aussi la couleur dans le style de matrix que je vais donc utiliser dans la couleur de fond. OK? Ici à l'intérieur, je vais aussi essayer de donner donc la couleur sur les murs. Comme vous avez vu, les murs étaient divisés, les carrés étaient divisés par les traits verts. Je vais donc définir ici la couleur du mur. Et je vais donc ici définir la couleur pour mettre en évidence la cellule courante. Donc, il sera dans la cellule qui est en train de se balader. Et enfin, il y aura donc aussi un fond, donc une couleur de l'arrière-plan pour les cellules qui seront déjà occupées. Donc, pour les cellules que je vais faire le passage dessus. Donc, premièrement, ici, je vais donc définir, premièrement, ici, la dimension. OK, donc WIDTH. Ça, c'est premièrement la dimension. Ensuite, à cette dimension-ci, on va faire la largeur. On aura donc ici la hauteur. Donc, la hauteur ici, c'est H égale. On va donc passer ici 800. 800. On met 800. Parce que nous voulons ici les éléments carrés. On veut ici que nos différents éléments soient carrés. Je pouvais décider de mettre, par exemple, les rectangles carrés. C'est bon. Moi, je vais garder ça carré. Après ça, on va maintenant définir la taille d'une cellule en pixels. Donc, pour la taille d'une cellule ici, je vais utiliser CRS égale à 60 pixels.
c'est trop grand, mettons à 40 pixels. Mais c'est ça, 40 pixels. Par la suite, je vais donner ici le nombre de colonnes et de lignes calculées parce qu'on aura ici un nombre de colonnes et on aura ici un nombre de lignes. Je vais appeler ici col, virgule et row pour les lignes. OK? Après ça, bon, j'ai ici même l'autocomplétion. Bon, moi, je vais désactiver ici l'autocomplétion parce que désactiver ici l'autocomplétion en fait au niveau de page parce que en ayant ici l'autocomplétion, vous pouvez l'utiliser. Moi, je peux facilement utiliser l'autocomplétion parce que déjà, je sais ce que je suis en train de faire. Donc, quel que soit ce qu'il me propose, je saurai donc comment contrôler, comment vérifier pour savoir si ce qu'il me donne est juste ou pas. Mais pour celui qui est en train d'apprendre n'importe quel type de langage, je vous déconseille d'utiliser l'autocomplétion parce qu'il doit vous fournir les éléments, mais vous ne savez pas, vous ne saurez pas si ces éléments qu'il vous fournit sont exactement nécessaires pour votre programme. Donc, parce que je n'ai rien dit, donc il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Il va seulement deviner en fait, quand je vais écrire un mot, il va donc deviner en fait le mot qui suit. Bon, on va donc définir ici la couleur blanche. Donc, on aura ici un background color. Je vais définir ici un ensemble de couleurs. 15, j'ai ici mon background color. Et je vais maintenant ici définir donc la couleur pour les murs. Comme je dis ici, les carrés étaient séparés en fait par les traits verts. Donc je vais donc définir ici la couleur pour les murs. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que j'obtiens cette couleur, vous pouvez tout simplement aller sur Google et puis vous allez donc chercher les couleurs. Si ça sont les couleurs RGB. Donc red, gray et puis bleu. Le premier est là 150. Et par la suite, on va donc définir tout simplement ce qu'on va appeler ici la couleur pour mettre donc en évidence la cellule courante. La cellule courante, ça veut dire celui qui est en train, la cellule qu'on est en train, celui qui est en train de se balader en fait. Bon, on a ici current-color. Ou alors on met ici current-color. On va donc définir ici une couleur 255 0 et puis mettons 5. Si ça ne va pas, on va donc venir modifier. Et par la suite, on aura ici visiter. Ici, c'est dans la couleur des différentes cases qui ont déjà été visitées. OK? Qui ont déjà été visitées. On va définir ici une couleur 30, et on met ici en fait 60. Bon, ça c'est donc ici en gros la configuration de mon petite application, de mon petit programme. Ça c'est la configuration de mon petit programme. Après cette configuration-ci, je vais donc tout simplement créer un fichier. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler ici child ici, qui va nous permettre de pouvoir donc, définir les éléments de mes différentes cellules. On peut l'appeler cellule, hein. Donc on va l'appeler en anglais shell.py. Et on aura besoin ici d'un élément très important. Il s'agit tout simplement ici de l'import de la librairie Pygam pour dessiner les cellules. Parce que lorsqu'on veut créer par exemple un jeu en Python, on fait import des différentes librairies qui permettent de pouvoir réaliser ces différents jeux-là. Dans ce programme-ci, il va falloir ici faire des dessins afin de ne pas imprimer le résultat au niveau de la console. Donc, le résultat en fait sera donc imprimé dans une nouvelle fenêtre qui va donc s'ouvrir parce qu'il s'agit ici d'un jeu. On va donc tout simplement importer la librairie Pygam. Pour l'import de la librairie Pygam, on va d'abord installer. Donc, pour installer donc ce Pygam, on va revenir ici à ce niveau sur le navigateur. Je vais écrire ici install Pygam Python, Pygam Linux. Bon, on met ça comme ceci. Et puis, on va donc ici la commande pour pouvoir donc installer tout simplement l'élément Pygam. On va la commande dans ce niveau-ci. Bon, au niveau de la recherche ici, on va ici utiliser directement l'intelligence artificielle de Google parce que puisque l'intelligence artificielle est intégrée à Google, on va copier directement les différentes commandes dans ces niveaux. Donc, je vais ici cliquer ici pip install Pygam. Je vais revenir ici
ouvrir mon terminal à ce niveau, entrer dans la commande à ce niveau, et puis cliquer sur Entrée. On va patienter. Sûrement, on aura les erreurs ici à ce niveau parce que les mises à jour ici dérangent souvent. On aura sûrement une erreur à la fin. On patiente. Donc, c'est ici en train d'installer les dépendances. Ok, j'étais sûr qu'on devait déjà avoir l'erreur à ce niveau-ci. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème ici. Par contre, ici, l'erreur qu'il y a ici, tout simplement pour dire il faut faire la mise à jour. La mise à jour ici, il s'agit donc de passer de la version 25.1 à la version 26.0.1 qui est dans la version actuelle. Bon, ils ont dit ici, dans le cas où on rencontre des erreurs, on peut exécuter ce programme-ci. Pour utiliser ici, multiple plutôt la version virtuelle, bon, ça c'est un peu important. Donc, je vais revenir ici. Je vais donc tout simplement copier cette commande-ci pour pouvoir donc installer la nouvelle version. Donc, on va donc passer ici, on va cliquer sur Entrée. Si on a encore une erreur ici, on va donc essayer de résoudre l'erreur n'importe comment. Mais ce qui est sûr que bon, on n'a plus d'erreur ici, c'est bon. Donc, nous avons ici Pygam qui a été installé correctement. Après avoir installé maintenant Pygam, on va donc passer maintenant à l'import. Donc, on va utiliser ici import Pygam, Pygam. Déjà, ça ne trouve pas. C'est bizarre que ça ne trouve pas, mais c'est pas grave. On va ici mettre from config pour faire donc référence au fichier de configuration que nous avons fait. On a ici la couleur res. On a ici line color. On a ici visited color. Nous avons donc ces différents éléments-ci. Bon, lorsque vous avez from config, on fait l'import de tous ces éléments-ci. Donc, lorsqu'on va donc faire l'import de tous ces éléments-ci, bon, j'ai l'élément-ci qui n'existe pas. Quand on vient faire référence au color et config, bon, on vient ici, on trouve ce que c'était. On avait ici visited color, comme ici. L'erreur ici ne s'est pas résolue, c'est pas grave, on va copier ça. On va coller ici en haut. OK, l'erreur ici a disparu. Comme ici, Pygam continue toujours à me présenter l'erreur à ce niveau, si c'est pas grave, je vais mettre le curseur dessus et puis je vais cliquer sur Install Package. C'est quand même bizarre parce que normalement, j'ai installé les paquets de Pygam. Bon, on patiente ici. Pendant que ça installe, on va donc tout simplement continuer ici à créer notre première classe. On va créer une classe qu'on va l'appeler ici gel. Ok, j'ai ici une erreur côté Pygam. L'erreur que nous avons ici côté Pygam ici, qu'est-ce que ça dit? Wow, c'est une erreur très fatale. On dit ici using cache Pygam. Ok. Ok. Bon, cette erreur-là, ce n'est pas grave. On va essayer de résoudre en fait cette erreur-là d'une autre façon. On va essayer de résoudre cette erreur d'une autre façon. Bon, je veux essayer. Ici, il y a une commande qui permet généralement de pouvoir faire la mise à jour. Ok. Bon, je vais revenir ici. Je vais recommencer ici. Au niveau de mon terminal, je pense qu'il y a la commande qui s'appelle pip install pygam-ce. On patiente. Ok, ça me dit ici que l'installation a été faite. Ok. Maintenant, si l'installation ici a été faite avec succès, tu vois ici qu'on a pu ici l'erreur avec l'import de Pygam. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire? Après ça, maintenant, on va donc passer ici à la définition de notre fonction. Donc, def init self, on va passer ici à l'intérieur deux variables x et y. Excusez-moi, c'est la virgule, y. Ensuite, on va donc coordonner, on va donc ici coordonner la cellule en unité de cellule, donc c'est-à-dire, on va définir les couleurs de côté en pixels. Par contre, ici, on va donc ici faire une coordination des cellules en unité.
Donc, j'ai ici self.x, virgule, j'ai ici self.y égale à x fois y. Voilà x et y. Après ça, maintenant, on va créer ici un dictionnaire, ok? On va créer ici un dictionnaire qui va donc indiquer la présence des mu autour de la cellule. Bon, pour ceux qui savent parce que c'est qu'un dictionnaire, on parle généralement ici de map, ça veut dire on crée ici une map où on aura une clé et une valeur. Pour ceux qui ont déjà eu à travailler avec les fichiers, avec les données JSON, les données JSON sont constituées comme étant une clé et une valeur. Ça veut dire que si j'ai ici par exemple self.while, excusez-moi, while, comme ceci, égal, ça se donne ici le nom de mon dictionnaire que je suis en train de mettre à ce niveau-ci. Je vais ouvrir dans les guillemets comme ceci. Et ici, à l'intérieur, je vais donc ici, top, qui donne ici ma clé et ma valeur ici, ça sera donc trop. OK? Ça sera donc trop, comme ceci. Il s'agit d'un dictionnaire. Ensuite, je vois ici right, ça veut dire ici. Donc, vous voyez que je suis en train de travailler ici avec gauche-droite. Il sera donc ici trop. Et enfin, non, pas enfin, on aura ici bottom, parce que ça va partir. Il faudra que ce petit carré-là puisse faire un déplacement de gauche à droite et puis de haut en bas. Donc, trop. Si je mets par exemple false, ça veut dire que je suis en train d'interdire le déplacement de mon élément par exemple, de la gauche. Dans le cas où je mets ici, par exemple, false, je suis en train d'interdire le déplacement de mon élément vers la gauche. Ça veut dire que tout ce que mon élément doit faire, il ne doit jamais se déplacer vers la gauche. Et c'est impossible parce que c'est ici, s'il commence ici, il faudrait qu'il parte comme ça. Donc, il parte comme ça, il revient comme ça. Et pour toucher dans les éléments qui sont de côté, il faudrait qu'il revienne vers la gauche. Donc, on va mettre ici, trop. Ça veut dire qu'il peut faire le déplacement dans tous les sens. Et une fois que c'est fait, maintenant ici, elle fait un self. Et donc ici, je peux l'appeler ici un flat. On vient ici. Et point 17, pour signaler donc que cet élément ici est déjà visité. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ici false? Je mets ici false parce que il faudra, lorsqu'il va donc commencer le déplacement, il faudrait qu'il se déplace donc dans une cellule qui n'est pas encore visitée. Parce que si une cellule est déjà visitée, alors il ne doit plus faire le déplacement dans cette cellule-là. Ok? C'est donc tout le sens que ça veut dire. Si une cellule est déjà visitée, il ne fait plus le déplacement dans cette cellule-là. Donc, depuis la partie, il va commencer par une cellule visitée, puis il va faire le déplacement à l'intérieur. Bien sûr, il va revenir en arrière parce qu'on va écrire maintenant ici une fonction qui va permettre de pouvoir revenir en arrière. OK? On va dire, OK, si on va créer ici une fonction, on va appeler ici graph, et puis on va passer ça en paramètre self. Bon, on va écrire ici variable lc. On va donc calculer dans la position de la cellule. OK? Où est-ce que la cellule se trouve? Donc, on met ici, suivant l'axe des abscisses et les ordonnées x, y, égale à self point x multiplié par ok, j'ai ici omis, il y a ici l'égalité, excusez-moi, mais mon clavier se fait comme ça. S, virgule, on part au niveau de l'axe des données point y égale à point y multiplié par S. Ensuite, on va donc faire maintenant, si par exemple une cellule a déjà été vérifiée dans self.visited, ça veut dire si une cellule ici a été visitée, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc changer la couleur de la cellule en donnant ici une autre couleur différente. Donc, on aura ici, à travers la librairie pygam, point direct, on passe ici notre variable sc, et puis on met ici visited color pour donner donc, pour attribuer la couleur, pour dire, ok, tu as déjà été visité, alors tu prends
Donc cette couleur-ci. Reste, et puis reste. On a donc fini ici avec les variables y majuscule, n'hésitez pas. On a donc fini ici avec ce premier petit bout de code ici. On va donc continuer ici avec le dessin des murs. Donc, on va donc dessiner ici les murs. Parce qu'on a dit ici que les murs ont des couleurs différentes. Donc, si un mur est présent, on va donc dessiner. Donc, on a ici une condition if ici. Self point walk. Au niveau du haut, on passe ici la chaîne top. 2 points. On passe pigam point. On va l'appeler comment? Pigam point draw. Point line. Ici à l'intérieur, on va donc passer les variables sc, virgule. Bon, à ce niveau, maintenant, je peux maintenant activer ici mon autocomplétion pour pouvoir écrire ces éléments assez rapidement. Donc, j'active ici l'autocomplétion et puis, ce qui est sûr qu'il y aura des propositions line color. Bon, il n'y a pas encore d'autocomplétion. OK. OK, line color, j'ai ici x, y que je passe ici, ent, la start position, x, y, end position. X plus reste égale, et puis ici, ici, je donne ici le mur du haut 2. Ok, l'autocompression ici a fonctionné. Et puis, on va continuer ici. If else, j'attaque ici avec le côté right, j'ai ici, je fais ici tap, j'ai ici sc line color, start position is y, x plus reste plus y reste, et j'ai ici la largeur à 2. La largeur ici représente la largeur de la ligne. Donc, ok, on va ici, autocomplétion pour le bottom. Pour le bottom ici, on peut faire ici un SC, line color. La position du départ, qu'est-ce qu'il a mis? Position du départ, il a mis X plus S, ok. Y plus S, ok. La position finale, X, Y plus S, ok, et 2, ok. Et puis la position maintenant de gauche, left, maintenant, qu'est-ce qu'il a passé ici comme élément? Il a passé ici le line color, ok. La position de départ ici, il a passé quoi? X, Y et S. La position finale ici, il a passé quoi? Il a passé donc ici à la position finale, X, Y et encore 2, ok. 2, partout où vous voyez 2, c'est la largeur des traits en fait. La largeur des traits. Bon, ok. Bon, moi, je suis satisfait de l'autocomplétion qui m'a donc fourni à ce niveau-ci. Donc, je vais donc créer ici une nouvelle fonction qui va nous permettre ici de faire un check. Je n'ai pas besoin d'autocomplétion ici. Check. Mais c'est quoi ça, cette autocomplétion, ce qu'il est en train de faire? Mais il est en train de me faire ici l'autocomplétion. Bon, je vais juste lire. Hein. Je vais juste lire. Et puis, GH. Moi, j'écris comme je veux, pas comme tu veux. Je vais passer ici entre parenthèses left. J'ai ici le grid que je dois passer ici à l'intérieur. Je vais aussi passer ici la colonne, donc cross. Et je vais passer ici le row pour les lignes WS. OK. Après ça, maintenant, on va donc définir ici. On va donc ici créer une liste qui va donc contenir les voisins non visités. Donc, une fois qu'un élément est visité, il est donc extrait de la liste. Donc, cette liste-ci va donc contenir les éléments qui n'ont pas encore été visités. Donc, on appelle ça les voisins qui n'ont pas encore été visités. Donc, je vais donc ici ma variable pour ma liste. Hein. Je fais ici un copier-coller. OK. Il a proposé. OK. Après ça, maintenant, je vais donc ici créer à l'intérieur ici. OK, non. C'est pas ce que moi je veux. Def. Une autre fonction à l'intérieur que je vais appeler ici un get shell. Je passe ici à l'intérieur x, y. Ensuite, maintenant,
Je veux ici vérifier si les coordonnées sont dans les limites. Sinon, on ne retrouve rien. Bon, pour les coordonnées, c'est bon. J'ai juste tapé sur l'autocomplétion. Bon, j'ai activé l'autocomplétion parce que ici, j'ai écrit la plupart des éléments qui m'intéressaient. C'était ici en haut. Bon, l'autocomplétion ici, j'ai essayé de l'activer. Et puis, essayé de faire un contrôle. Si justement, ce qui me retourne, c'est ce que je veux. Et je vais vous montrer une fois comment utiliser l'autocomplétion lorsque vous travaillez. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici la définition de ma cellule, de la récupération de ma cellule ici. Je vais donc vérifier ici si les coordonnées sont dans les limites 2. Sinon, on ne retourne rien. Bon, comme ici, on ne retourne rien. Donc, si if ici, x est inférieur à 0, OK. Ou x est supérieur à col moins 1, OK. Ou alors y ici inférieur à 0 ou y est supérieur à rho moins 1, OK. On ne retourne rien. Dans le cas contraire, on va retourner ici une grid. Par contre, ici, il a raté ici. Moi, je vais retourner ici tout simplement une grid. À l'intérieur, je vois ici x plus y multiplié par col. Ok, là, on a une bonne réponse. Multiplié donc ici par col. Une fois que c'est fait, maintenant, une fois que c'est fait, je veux donc ici passer à l'élément suivant. Donc, je vois ici la récupération en fait des cellules voisines ou non si ou alors les cellules qui sont au bord de la ligne. Bon, je vois ici un top égal à get shell. À l'intérieur de get shell, on va passer ici self.x virgule self.y et moins 1. OK. À droite ici, à droite, oui, on a ici self.x plus 1 et puis self.y. Bottom, on a ici self.x virgule self.y plus 1 et enfin left, on a ici self.x moins 1 et self.y. Ok, est-ce que c'est juste? On va un peu comment fonctionne. Ok. 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 Bon, là c'est bon. Là c'est bon. Je pense que là c'est bon. Et une fois que c'est bon, on va donc tout simplement ajouter en fait chaque voisin non visité à la liste. Donc, chaque fois qu'on passe, dès qu'un voisin est visité, on ajoute le voisin suivant à la liste et puis on continue. Donc, je fais plutôt comme ça. In top, right, bottom et left, ok, les voisins du haut, bas, gauche, droite. If n are not n point visited, ok, neighbor.append, on ajoute à l'intérieur et puis sans plus tarder, on fait donc ici un return pour retourner donc, on fait ici un return de neighbor. On retourne dans la liste des voisins non visités. Ok, ça c'est ce qui était à faire au niveau de la chaîne. Maintenant, au niveau de la classe principale, la classe main.py, qui est donc ici la classe principale, on va tout simplement ici importer effectivement la librairie Pygam pour afficher dans la gestion des événements. On va aussi faire l'import du module random pour le choix aléatoire, donc pour le choix aléatoire qu'on va donc faire dans la suite du programme. Et on va donc importer ici toutes les constantes qui ont été configurées dans la classe de config. Donc, on va importer ici toutes ces parce que c'est les constantes. On va donc faire l'import de toutes ces différentes constantes ici. Et on va aussi faire l'import de la shell ici. Donc, toute la classe shell ici, on va faire l'import de cette classe-ci. Parce que dans tous les cas, la shell ici là sera donc appelée dans le main. Premièrement, ici, je dois donc faire ici l'import. Mais si vous ne faites pas l'import pour le moment, lorsque vous allez utiliser Pygam, automatiquement l'import va se faire. Donc, on va ici l'import de random et installé par défaut. Donc, from config import. Jusque maintenant, vous voyez ici que j'ai fait l'import ici. Ok, importons le shell. Puisque ici, là, j'ai fait, puisque dans le fichier config ici, j'ai envie d'importer en fait tout ce qui se trouve ici à l'intérieur. Vous voyez ici que par défaut, l'autocomplétion m'a remis en fait avec tous les éléments là qui sont
écrit ici. Lorsque je veux importer tous les éléments en fait d'une classe dans une classe, je veux tout simplement écrire ici étoile comme ceci. Le étoile ici signifie je veux tout. Ok, le étoile c'est pour dire que je veux tout. Je vais donc définir ici ma fonction que je vais appeler ici. Ok, proposition c'est bon. Remove wall emerald. Bon, je vais faire ici autocomplétion. On va corriger. J'ai ici current. Bon, un nom consistant. Next shell pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. J'ai ici le calcul de la différence en x entre la cellule actuelle et la cellule suivante. Calcule la différence entre la cellule actuelle et la cellule suivante. On a dx égale à current x moins next shell, effectivement. Après ça, j'ai ici dy égale à current y moins next shell point y, effectivement. Sauf que avant d'aller plus loin ici, je vais tout simplement ici définir ici mes conditions pour la première shell. À ce niveau, je définir justement mes conditions ici en haut. Si ici en haut, dx égale à 1, ça c'est égal à 1 parce que j'ai en fait les fonctions qui permettent de coller les égalités comme ça. Ça c'est légal. Si j'écris ici différent, comme ceci sera affiché barré. Ok, donc ça c'est donc l'égalité. Dx égale à 1, j'ai ici current wall, j'ai ici left, false. Ok, la cellule suivante est à gauche. Donc ici, la cellule suivante ici est à gauche. On supprime le mur gauche de l'actuel. Si par contre la cellule suivante est à droite, donc on supprime le mur droit de la cellule suivante. Donc j'ai ici next shell walk, on met ici à false. Sinon, on va donc tout simplement ici mettre dx égale à 1, ça veut dire qu'on passe, on est ici en train d'aller au sens contraire suivant l'ordre sur la ligne des abscisses. Évidemment, on retourne en arrière, donc on va en fait vers à gauche, gauche, droite. Bon, current wall ici, on met ici à false et ensuite on va donc mettre tout simplement ici next shell. Donc ici là c'est next shell. On va tout simplement ici mettre ça à false. Donc ici on supprime le mur gauche de la cellule suivante. Ensuite maintenant on passe maintenant à le côté de l'axe des ordonnées. Donc abscisse c'est comme ça. Horizontalement, ordonnée c'est verticalement. dy est égal à current.i moins next shell, ok, point y, si dy est égal à 1, current wall top false, ok, on supprime on supprime le mur, on supprime ici le mur du bas de la cellule suivante, ok. Sinon, dy est égal à moins 1, on va donc faire ici, on supprime si la cellule suivante est en dessous, si la cellule suivante est en dessous ici, le moins 1 est en dessous, donc en bas. On supprime dans le mur du bas de l'actuel. On supprime le mur du bas de l'actuel. Et on supprime aussi le mur du haut de la cellule suivante. Ok, et ça c'est next shell de la cellule suivante. Une fois que c'est maintenant fait, j'ai ici donc la mise en place de mes différents éléments. Maintenant, on va donc ici initialiser le Pygam. Donc, pour faire le dessin de notre interface, donc point init, on passe rien ici en paramètres. Ensuite, on aura ici un S égale à. Ok, on a ici une proposition. Pygam.display.set mode. On dessine donc ici la longueur et la largeur. Ensuite, on aura ici un clock égale à pygam.time.clock. Et cela, c'est donc l'horloge pour contrôler la vitesse de la boucle, en fait. Ok, ça, c'est donc l'horloge qui va donc contrôler la vitesse de la boucle. Par la suite, maintenant, on va donc créer ici grid-shell. On crée donc tout simplement ici ce qu'on va appeler la grille. Ok, on crée la grille ici. Ok, ici à l'intérieur, on aura donc ici une shell. On va passer à l'intérieur la colonne. Ensuite, on aura ici à l'intérieur la ligne. On aura ici for row.
in range, on passe à l'intérieur le paramètre row qui est dans la constante créée dans la config. For, on a ici la colonne in range et ensuite on passe ici un paramètre la colle. Sauf que j'ai ici deux éléments qui me donnent des erreurs. Il s'agit ici de colle et il s'agit ici de row. On résolve l'argument. Ok, si un argument ici n'est pas reconnu, c'est pas un problème, on va gérer ça plus tard. Pour le moment, on va revenir ici, on va définir dans la suite de départ. On a ici current-shell égale à greet.shell, on passe ici le point de départ à 0. Donc vous pouvez passer sur le point de départ ma 0, ma 9, comme vous voulez. Mais nous ici on le passe à 0. Ensuite, on va donc ici utiliser la pile pour l'algorithme de backtracking. Le mot que je cherchais, le backtracking. On va définir ici une liste vide pour l'algorithme du backtracking. Et puis, on va donc exécuter running true pour dire ici, dans la variable de contrôle de la boucle principale. On va, à travers un cycle while, wow, autocomplétion. On clique sur entrée et puis on lit. On voit ce que ça nous propose. On voit ce que c'est cette autocomplétion dont nous propose. Voyons d'abord l'import ici est correct parce que je pensais que j'avais fait l'erreur sur l'import de la shell. Mais je n'ai pas commis l'erreur. Donc l'import ici est très bon. Donc on a ici le running ici égale à true. On initialise ici. Sauf que tout ce qui est ici en bas ne me sert à rien parce que déjà en voyant ça, ça ne me sert à rien. On supprime tout ça, ça ne me sert à rien. Autocomplétion est fausse. J'aurai donc ici un sc.fill. Le fil ici, c'est tout simplement, ça ne permet que de remplir en fait l'écran avec la couleur de fond. Donc je remplis ici l'écran avec la couleur de fond. La couleur de fond ici c'est beige color, background. Beige c'est pour dire background, donc arrière-plan, background color. Ensuite je crée ici un cycle for, définir ici un événement, event in pigam. Ok, est-ce que c'est juste? Event in pigam.eventGet, si event type égale à pigam.get, alors, donc on parcourt donc je vais donc ici parcourir les événements. Ok, si l'utilisateur ferme la fenêtre, on arrête la boucle donc. Si, c'est donc ça ici. La ligne ici me dit si l'utilisateur ferme, donc si ici la event type égale à pigam.get, pour dire si l'utilisateur ferme la boucle, alors on arrête tout simplement la boucle. Donc si l'utilisateur ferme la fenêtre, donc si je te ferme la fenêtre, alors on va donc arrêter la boucle. Ça, c'était tout ce qui a été discuté là. Maintenant, ici, le cycle for ne me sert à rien. Si maintenant, ici, donc, on va donc premier ici, dessiner donc tous les différentes cellules. Donc, on aura ici shell.draw, on passe en paramètre sc for shell in grid shell, ok, autocomplétion juste. Après avoir dessiné la cellule sur chaque surface de ce SC-ci, on va donc écrire maintenant ici là ce qu'on appelle la logique de backtracking que l'on peut mettre maintenant en élément de déplacé. Je vais utiliser la variable current_shell.visited. Ok, c'est plutôt visited égale à true. Pour dire ici, on va donc marquer la cellule actuelle comme étant visitée. Une fois que c'est fait, on va donc passer ici à la mise en surbrillance de la cellule actuelle. Donc, on met ça en surbrillance en disant ici qu'effectivement, pigam.draw propose pigam.draw direct. Et ici à l'intérieur maintenant, on va passer ici la surface, donc SC, virgule. On a ici le current color, on passe à l'intérieur. Current shell.x multiplié par R. On ajoute 2.
Current shell y multiplié par r. On ajoute encore, attends, on peut le voir ici, current shell point y multiplié par s plus 2, appuie sur la rs. Attends, ici, je fais un truc ici. Non, si je laisse comme ça, reste et reste, le rectangle sera extrêmement grand. On fait ici moins 4 pour diminuer autant que possible la largeur ou à la hauteur du rectangle. Après ça, maintenant, on va revenir ici. Après ça, on va donc ici. On va donc ici récupérer, on va donc ici récupérer une cellule voisine non visitée au hasard. Donc, bon, dès qu'il a fini de visiter une cellule, au hasard, il va récupérer une autre cellule visitée. C'est pour ça que vous allez voir, il doit parcourir les cellules en désordre. Déjà ici, ce qu'il va appeler ici next. J'ai une variable que je vais donc créer, auquel je vais donc passer la valeur l'autocomplétion est fausse. Random point choice qui est donc ici le choix. Et je passe maintenant entre parenthèses ici le current shell point check neighbor. Je passe ici la grille shell, je passe la colonne, je passe la row. Ensuite, je mets ici si current shell ici point check neighbor. Je passe ici à l'intérieur le paramètre grille shell, je passe la colonne, je passe la row. Et sinon, else non, rien du tout. Ok, là c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais dire si on a trouvé donc if next shell ici. Si on a trouvé un autre rectangle en fait non trouvé, donc un autre voisin non visité, on va donc faire ici next shell point visité égale à true. Donc si on trouve ici un carré qui n'a pas été visité, alors on va donc marquer ça comme visité en faisant le style stack.append current shell. Ok, donc on va donc empiler la cellule actuelle pour pouvoir donc revenir plus tard. Une fois que c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'on va donc dire? On va donc supprimer ici les murs entre les deux cellules. Pour supprimer les murs ici, on va tout simplement utiliser la méthode de remove while et passer en paramètre la cellule actuelle et la cellule suivante. Et une fois que c'est fait, on va donc avancer vers la cellule suivante. Donc on passe ici en paramètre la cellule actuelle, la cellule précédente et puis current shell égale à next shell. Ça veut dire on passe maintenant à la cellule suivante. Donc la cellule à laquelle on retrouve actuellement est maintenant la cellule suivante. Ensuite, maintenant, on fait ici un else if stack. Maintenant ici, si aucune voisine disponible mais la pile n'est pas vide, on revient donc en arrière. Donc si on n'a aucun voisin disponible et que la pile en fait n'est pas vide, on va tout simplement ici revenir en arrière en utilisant ici le current shell égale à stack.pop. Pop ici pour dire on revient en arrière. C'est comme un bouton qu'on appuie. Et une fois que c'est fait maintenant, on va tout simplement ici utiliser pigam.display flip. Flip ici, c'est dans la méthode qui va nous permettre de faire la mise à jour de l'affichage. Et enfin, on va utiliser ici le clock.tick 60 pour donc limiter la boucle à 30 images par seconde. Donc, pour pouvoir contrôler dans la vitesse. Donc, pour mettre ici la 120, nombre que vous voulez. Et une fois que c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va tout simplement utiliser ici le pigam.kit. Le kit ici maintenant, j'espère qu'il y a ici kit. Et effectivement, il y a la méthode kit pour fermer donc Pigam et libérer donc les ressources. Bon, une fois que c'est fait ici, je vais donc pouvoir ici exécuter, mais il y aura ici une erreur sûrement. Ok, effectivement, ici il y a une erreur. J'ai une erreur, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai une erreur au niveau de la création de ces différentes au niveau de la création de la grille. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai une erreur au niveau de la création de la grille. On ferme ici. Pourquoi est-ce que j'ai une erreur ici? Même ici au niveau des channels, je ne sais pas pourquoi est-ce que ici, ça met ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Next shell. Comment est-ce que j'appelle ça d'abord? J'ai ici renom
élément. Ok. Je sais que sur renommé ici, ça met SQL. En fait, c'est pareil. Bon, dans tous les cas, moi, je souhaite garder, moi, je souhaite en fait garder NextGel, pas changer. Pourquoi est-ce que ça me met automatiquement que je dois résumer ça? Je ne comprends pas. Bon, bref. Dans tous les cas, ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème au niveau de l'évolution de mon programme. Il n'y a aucun souci à ce niveau-ci. Par contre, je vais donc vérifier, par contre, ici, plutôt, pourquoi est-ce que j'ai une erreur à ce niveau sur le grid shell. Donc, proprement dit, là où je suis en train de vouloir essayer de créer mes éléments. Alors, pour la création de la grille ici, euh, je crée d'abord ma variable grid_shell. Je passe ici dans mon tableau. J'ai ici la shell. OK. À l'intérieur de la colonne, la row, for row, in range row, for call, in range call. Par contre, ici, ça ne trouve pas un souci avec ces deux éléments-ci. Program.time.clock, program.setMode.8. Et c'est propre. Pourquoi est-ce que j'ai une erreur ici? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi j'ai une erreur ici. Voilà. Toujours dans la même logique de vous montrer comment est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle pour débugger, on peut revenir ici. On peut dire ici, nous sommes ici dans le fichier main. On va dire ici pourquoi cette colonne-ci a des erreurs. OK? On peut dire ici pourquoi. A des erreurs, par exemple. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez essayer de débugger en utilisant ici l'aide de l'intelligence artificielle pour faire vos différents débugages. Vous voyez, il m'a trouvé l'erreur. Il m'a trouvé l'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit quoi? Il me dit, il a trouvé l'erreur. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il m'a dit ici, euh, ok, ça va parler en espagnol. Ça va parler en espagnol. Il me dit ici qu'il y a l'erreur plutôt au niveau de la définition de la fonction. Qu'est-ce que j'ai mis ici au niveau de la définition de la fonction? J'ai mis ici. La différence à quel niveau? Je ne sais pas si vous voyez la différence, hein. Moi, beaucoup de différence. Dans la colonne, dans le shell. Ok, voici l'erreur qui me dit. Ah, c'est plutôt init au lieu de int. Ok, j'ai mis ici int et lui a mis ici init. Bon, on valide ici et puis l'erreur ici est corrigée. Ok, l'erreur ici est corrigée. Ok, vous voyez, l'intelligence en quelques secondes ici m'a détecté l'erreur. Alors que moi j'étais en train de durer ici dans la classe main, alors que l'erreur se trouvait plutôt au niveau de la classe shell. Ok, là c'est bon, il nous a aidé et puis on peut maintenant ici directement exécuter le programme. Ok, vous voyez. Le programme part directement et puis c'est exactement ce que nous voulons. Vous voyez ça, c'est exactement ce que nous voulons. On est bon. Et là, c'est bon et ça revient. On va essayer de modifier un peu, la durée aussi. Hein. On met là 160 secondes. On voit ce qui va se passer. Ok, non, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Mettons ici à 10 secondes. À 10 secondes pour voir effectivement comment est-ce que les éléments se déplacent. On va à 10 secondes. Où est-ce que c'est? Vous voyez comment est-ce que les éléments se déplacent à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, ça se déplace assez lentement. Parce qu'on a mis effectivement 10 secondes, donc ça va se déplacer assez lentement jusqu'au remplissage des différents éléments. Ça va se déplacer ainsi jusqu'au remplissage de tous les éléments. Donc ça, c'est un déplacement que ça va faire jusqu'au remplissage de chaque élément, de chaque cellule. Vous voyez, c'est exactement comme ça que c'est en train de faire. OK, OK, il cherche la sortie, il a trouvé la sortie, il retourne, il continue son cheminement. OK, il revient, il complète, il cherche en fait la sortie pour aller de l'autre côté. Il va donc revenir ici, il complète, il ressort, il remonte, OK, il complète, il cherche la sortie, il récupère, il remplit, OK, il complète, il complète, il finit, il revient ici trouver,
il a trouvé, et puis il repart maintenant à l'état initial, là où il était, pap, et puis il a fini le travail. C'est ça en fait l'algorithme de backtracking qu'on vient de faire. Donc on s'est dit tout simplement dans une prochaine vidéo, hein, ça c'était en fait le but de cet exercice, de faire en fait un petit truc comme ça en Python. C'est pas un truc grand, mais c'est juste un petit truc en Python pour essayer un peu de s'amuser un peu comme ceci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On aura des petits programmes comme ça en Python qu'on pourra donc créer pour essayer en fait de tester si on peut y mettre en pratique un peu ce qu'on fait.